Bonjour à tous. Je suis très content d'être de retour à Rouen, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, et ben moi ça me fait super plaisir, donc bonjour à tous. Encore une fois, absolument désolé du petit retard que je vous ai mis, un peu indépendant de ma volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la qualité de la ligne SNCF sur la Normandie. Bien. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Quentin Adam. C'est moi qui ai ce pseudo un peu compliqué, qui avait la bonne volonté d'être disponible partout, sauf sur Pokémon Go, où un espèce d'enfoiré m'a piqué mon pseudo. Mais sinon, je l'ai partout. J'ai créé une boîte qui s'appelle Clever Cloud, dont vous avez peut-être entendu parler. Notre but, c'est de rendre les développeurs heureux et efficaces, et de fournir une plateforme de cloud avec des valeurs européennes un peu partout dans le monde. On est une centaine aujourd'hui chez Clever en Europe, une cinquantaine overseas. On a une filiale au Maroc, au Côte d'Ivoire, au Kazakhstan. On vend dans 120 pays. Enfin, c'est une boîte qui est marrante parce qu'on n'a pas d'investisseurs. Donc, ça reste des décisions de technique pour des techniques. Je dirige un autre bidule qui s'appelle Open Internet Project. Notre objectif dans Open Internet Project, c'est rappeler les règles de la libre concurrence et du choix des gens sur Internet, notamment à des boîtes qui naturellement auraient une tendance à essayer de générer des monopoles. Donc on est souvent à l'origine de procès qui amènent à des amendes en milliards à la Commission européenne, notamment de Google. On a fait 8 procès à Google en 10 ans, on en a gagné 8. Mais après, on nous dit que ces gens-là sont honnêtes. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Bon, j'ai monté d'autres trucs, Maker, ici lundi. Enfin, vous pourrez aller voir ma vie, mon œuvre, si ça vous intéresse. Et de toute façon, je serai disponible après pour vos questions. Alors, pourquoi est-ce qu'on est riche? En fait, en tant qu'Européens, et notamment Français, on est des gens relativement riches. Et on est riche pour une raison. On est riche parce que, en fait, on a industrialisé. L'industrialisation, c'est quoi? C'est produire à un large volume des choses qui permettent d'améliorer notre vie. Et en fait, le principe d'industrialisation permet à des services d'être rendus. Si par exemple, je prends le trombone, je parle bien du truc, j'ai essayé de l'empêcher de passer tout seul, mais voilà. Si je prends un trombone, le truc qui permet en fait de tenir des feuilles de papier ensemble, si je le fabrique avec un forgeron, et que le mec mette 1 heure à fabriquer le trombone, le coût du trombone est délirant par rapport au service rendu et jamais vous aurez de trombone dans votre vie. Et donc le merveilleux service que rend un trombone vous sera inaccessible. Pour que ça ce soit possible, il faut industrialiser le processus pour que le trombone ne coûte que quelques centimes. Et en fait, ce truc-là, ça a permis aux masses l'accès au confort, et c'est ça l'industrie, c'est cette capacité à produire à un coût efficace des très larges volumes. Et pour faire ça, on a créé des processus répétables et scalables. Ça, c'est important parce que répétable et scalable, ça implique en général pas beaucoup de gens. Répétable et scalable, ça implique de répéter. On a tous vu Charlie Chaplin, Le Monde Moderne, et Charlie qui devient fou. L'humain, il déteste faire des choses en boucle. L'humain, il aime être créatif. Donc, retaper les mêmes trucs en boucle, ça lui casse la tête. Et c'est pour ça que c'est très important, le répétable et scalable à cet endroit-là. On a été très loin, ce qui fait qu'il y a même des produits qui, au lieu de devenir des produits, sont devenus ce qu'on appelle des commodités. Quand vous achetez un crayon Bic, en fait, vous achetez un stylo. Ça peut être produit par n'importe qui, c'est une référence pour vous, c'est une commodité. Quand vous achetez du papier cul, vous n'achetez pas du Lotus, vous achetez du papier cul. Et ça, c'est une commodité. Et en fait, en informatique, c'est un peu pareil. Quand vous achetez du cloud computing, en fait, vous achetez une commodité. Parce que c'est quand un produit devient tellement commun qu'il devient quelque chose qui n'a pas de saveur en lui-même. Et après, il y a certaines marques dont l'objectif, c'est de sortir de la commodité pour devenir autre chose. Du café, du Nescafé. Vous voyez l'enjeu, c'est comment un truc qui était une commodité, du café, va redevenir quelque chose de spécifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, au 19e siècle, on a massivement industrialisé ce qu'on appelle l'industrie manufacturière. C'est quand on fait des trucs avec nos petits doigts, avec nos mains. En clair, on avait un bidule très intéressant qui s'appelle le moteur. Et le moteur, dessus, on a mis un truc génial, qui sont 2 boules avec un poids qui tourne. S'il y a beaucoup de pression, les 2 boules s'élèvent, ça ouvre la valve
Et alors, deux boules qui, quand on souffle dedans, ça tourne. Je ne suis pas en train de citer Patrick Sébastien, hein, je suis vraiment sur la machine de Watt. Hein. Donc, les deux boules qui tournent, ça relâche la vapeur, ou elle rebaisse, donc du coup on ne relâche pas de vapeur, ça permet de garder une pression constante. Avant ça, il y a un mec qui regarde à peu près la machine et qui se dit je vais mettre un peu, je vais sortir un peu, je vais ouvrir la valve, pas enlever la valve, et c'est son boulot. Un, il le fait vachement moins bien que le truc automatique qu'est l'automate. Deux, du coup il n'y a plus de bonhomme, ça coûte moins cher. Ça c'est le premier automate. Le premier automate, il ouvre la porte à l'industrialisation et donc remplacer des bonhommes par des machines. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'ordinateur. Et l'ère de l'ordinateur, c'est quoi? C'est le moment où on va pouvoir remplacer non pas des muscles, mais des cerveaux humains. Et ça, c'est très important parce qu'on est au moment où la prestation de services intellectuels va pouvoir se commoditiser. Et donc, on est dans une ère de révolution industrielle. Vous retenez ce point de révolution industrielle parce qu'il est très important dans la démonstration économique qui va suivre, d'accord? La première chose, c'est qu'on a commencé à industrialiser avec le logiciel. Le logiciel, c'était bien pour faire des trucs de cons, des trucs qu'on comprenait. Aujourd'hui, on a un sujet qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi d'un point de vue philosophique? J'essaye de garder le timing. Hein. Donc si vous avez l'impression que je vais trop vite, il y en a un qui lève la main en disant que c'est incompréhensible. Hein. Vous n'hésitez pas. Ce mec-là s'appelle René Descartes. Vous en avez probablement entendu parler. Il a écrit un truc qui s'appelle le discours de la méthode. Le discours de la méthode de René Descartes, c'est la méthode scientifique qu'en fait on appelle le réductionnisme. Le réductionnisme, c'est quoi? C'est tu prends chaque problème, tu le découpes en petits morceaux, et à la fin tu fais la somme de tes petits problèmes, et ça résout ton gros problème. Un corps humain, c'est quoi? Bon, c'est un machin dans lequel il y a des poumons, un cœur, un foie, le tout entouré par une peau, envoyé rouler jeunesse. En informatique, on est les pros de ça. La programmation orientée objet, ce n'est quoi sinon dire le chat, il sait miauler, il sait s'asseoir. Enfin, c'est très découpage de petits problèmes. Ça marche pour énormément de cas, le réductionnisme, mais dès qu'on est dans des systèmes complexes, ça commence à dérailler. Parce qu'en fait, on ne prend pas en compte certains niveaux de complexité. Ce mec-là est un Français, par ailleurs, Edgar Morin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il a une centaine d'années, il est toujours en vie. Il est brillantissime, ce garçon. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Nouveau Discours de la méthode, qui renseigne sur, en philosophie des sciences, en méthode scientifique, le niveau de la complexité. Et qui dit qu'il faut adapter sa vision de système, quand on a des systèmes complexes, pour décider ce qui rentre et ce qui sort du système, de façon à être capable de prendre en charge la complexité. Allez pas vous taper du Edgar Morin, c'est pas très lisible. Allez plutôt lire les gens qui ont fait la vulgarisation d'Edgar Morin, pour être tout à fait sincère. Autant Descartes se lit bien, autant Edgar Morin, je dois admettre que ça se lit moyen bien. Il y a des gens qui l'ont vulgarisé, c'est plus simple à lire. La complexité, ça a un intérêt, c'est que ça permet en philosophie des sciences de prendre en charge des trucs qu'on ne comprend pas. Par exemple, en biologie, ou en biologie, on a créé un truc qu'on appelle la biologie des systèmes, et qui permet de dire, peut-être qu'en fait ton foie génère un ARNM qui a un impact sur tes yeux. Peut-être qu'en fait, il y a quand même un lien entre ton cœur et ton foie. Peut-être, on ne sait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à faire beaucoup de progrès en médecine. Ça a été très utilisé dans les sciences molles, mais c'est également utilisé dans les sciences dures, et notamment notre science à nous, qui est l'informatique. En fait, il y a des choses qui sont compliquées à définir. Ça, c'est une bouteille d'eau, et tout le monde voit que c'est une bouteille d'eau. Et ça, c'est mon téléphone, et tout le monde voit que c'est mon téléphone. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ça, c'est un téléphone, ça, c'est une bouteille d'eau? Je ne peux pas appeler avec ma bouteille, c'est vrai. Mais d'un point de vue visuel, pour faire de la reconnaissance visuelle, c'est très compliqué. Vous allez me dire, il y en a un qui est noir. Comment vous définissez que le téléphone est noir? C'est quoi noir? Ça veut dire quoi? Le machin est carré, ça veut dire quoi carré? En fait, les concepts sous-jacents à la vision, vous n'avez pas de mots dans le langage pour les retranscrire. Vous voyez ou vous ne voyez pas. Mais quand vous voyez, en fait, c'est très compliqué de faire l'expérience de l'explication de la vision à quelqu'un qui ne voit pas. Tu es capable de dire, tu sais ce qu'est un carré, à quelqu'un qui voit aussi, et dire, tu vois, un carré, c'est ça. Mais expliquer à quelqu'un qui ne voit pas ce qu'est un carré, bonne chance. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est qu'en fait, on ne sait pas l'expliquer parce qu'on n'a pas de mots dans la langue. Pourquoi? Parce que notre capacité à apprendre la vision, donc quand vous naissez, vous ne savez pas voir. D'accord?
Quand vous naissez, vous avez 2 capteurs qui sont reliés à votre cerveau et les capteurs envoient massivement de l'information à votre cerveau. Votre cerveau ne sait pas les traiter et prend au début des masses d'endorphines. C'est pour ça que les bébés, quand vous leur faites « coucou », il y a beaucoup de pixels qui changent de couleur en même temps, ça fait une décharge d'endorphines et comme ils sont complètement drogués, ces nains, ils sont très contents. Et c'est pour ça que tout le reste de votre vie, vous irez prendre de la MDMA en soirée en disant « ah, c'est génial ». Non, ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. Mais la blague est de dire, en fait, le bébé au début ne sait pas voir, mais il prend des shoots d'endorphine parce qu'il apprend. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, il va apprendre à voir, il va apprendre à faire le traitement du signal qui lui est envoyé par ses yeux, et le cerveau va faire le traitement du signal, et petit à petit, il va voir. Et ensuite, lié au langage, et ça c'est très important, on va lui dire, bah, ça c'est un carré, ça c'est un chat, ça c'est un loup, machin. Et petit à petit, il va apprendre à voir, en traitement du signal. En fait, tant qu'on a essayé d'expliquer à des algorithmes comment on voyait, on plafonnait à 7,5% de taux de réponse juste sur la computer vision, ce qui est factuellement pas très utilisable. Par contre, au moment où on s'est mis à dire on va arrêter d'essayer de comprendre comment on voit, on fait des réseaux de neurones, on balance dans les réseaux de neurones, ceci est un chat, ceci est un chat, ceci est un chat, ceci est un canard, ceci est un chat. À la fin, on regarde comment le réseau de neurones s'allume sur une image et on dit ah bah tiens, ça doit être un chat. Je vous ai fait un gros raccourci sur comment on fait le réseau de neurones, mais globalement c'est ça l'idée, c'est qu'on ne sait toujours pas comment ça marche. Par contre, on sait reproduire le même fonctionnement que chez nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les impacts calculatoires pour le faire, c'est un petit peu comme si vous compariez la Corrèze et le Canada. Ça n'a pas les mêmes impacts, c'est énormément de calculs. Mais on peut le faire aujourd'hui, donc on se permet de le faire. C'est pas les mêmes échelles, mais on se permet de le faire. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue philosophique, l'IA, c'est le moment où au lieu de coder des trucs qu'on comprend, on se met à lui coder des trucs qu'on ne comprend pas, mais ça marche parce qu'on lui fait un phénomène d'apprentissage. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que, vous pouvez appliquer ce phénomène-là de pensée en philosophie des sciences à d'autres systèmes. Et donc, c'est important de le comprendre. C'est pour ça que je vous ai parlé d'Edgar Morin. La deuxième chose, c'est que du coup, c'est important de comprendre la recette de cuisine. La recette de cuisine pour faire de l'IA, c'est quoi? Ben, il vous faut de la donnée, taguée, bien propre. Le logiciel qui permet de faire les réseaux neuronaux, ça, il faut l'écrire, c'est pas très compliqué. Et du cloud computing, du power de calcul. Globalement, la donnée, c'est quoi? C'est les index de moteurs de recherche et c'est la donnée bien propre des réseaux sociaux user-generated. En clair, le deal entre OpenAI et Microsoft au début, c'est pas pour utiliser les machines d'Azure. C'est pour utiliser les données de LinkedIn et l'index de Bing. Faire le truc, en vrai, il y a des mecs de l'école normale supérieure dans tous les projets d'IA du monde. Parce que nos mathématiciens sont très bons. Par contre, on n'a pas les données, et surtout, on nous a tiré dans le dos systématiquement quand il s'agissait de créer du cloud, en disant « les Américains sont quand même bien meilleurs à ça ». Et on reviendra sur ce sujet-là à un autre moment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça, c'est une chaîne de valeur industrielle, ce que je suis en train de vous dire. C'est le boulot de 2005 à 2010 sur le Web 2.0, qui en fait devient la matière première de l'IA aujourd'hui. Mais surtout, maintenant, je vais vous demander un test. Est-ce que tout le monde peut se lever un instant? Mettez-vous sur une jambe. Comment est-ce que vous restez debout? Vous restez debout parce que vous rééquilibrez en permanence votre poids en fonction des données de proprioception que vous envoie votre jambe. Ça veut dire un truc. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Ça m'a permis de réveiller tout le monde après manger. Ça veut dire un truc, c'est que l'IA ouvre la porte à la robotisation. Je ne sais pas si vous avez vu les démos à l'époque de Boston Robotics, très impressionnantes, des robots qui chacun coûtent 2 millions, ça a coûté une fortune en R&D, etc., mais qui arrivent à marcher. Aujourd'hui, il y a des clones des robots de Boston en Chine à 10 000 balles l'unité. Moi, j'ai jamais cru à l'idée du valet de pied IA robotique. J'avais tort. Dans les 5 ans qui viennent, je vous garantis qu'on aura des offres de leasing d'un robot chez toi qui vide le lave-vaisselle. Alors au début, il ne le fera probablement pas en full autonomie. Aujourd'hui, les robots chinois ne font pas en full autonomie. En fait, le lave-vaisselle, il n'arrive pas à le vider en auto. Vous savez ce qu'ils font?
ils permettent à des Philippins de le prendre en remote hand et ils lui font vider le lave-vaisselle. Ce qui est très intelligent. À force d'avoir des vidéos de robots qui vident du lave-vaisselle, ils auront les données d'entraînement pour entraîner des modèles et ils n'auront plus besoin des Philippins. C'est ce qui s'est passé avec Mechanical Turk, c'est ce qui s'est passé avec tous les trucs dans l'IA. Je ne dis pas que c'est bien, je ne suis pas en train de dire que ce modèle est très bien, d'exploiter des gens qui n'ont pas d'argent, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, je vous dis ce qui va se passer. C'est pas amélioratif, c'est ce qui va se produire. Ce qui est en train de se produire, c'est qu'on va remplacer énormément de blue collar et de white collar. Le truc est absolument important à comprendre et à appliquer. L'intelligence artificielle, là vous avez l'impression que ça change le monde, là on est à peine à l'apéro, là. Personne n'a débouché une première bouteille. On est en train de s'asseoir autour du canapé, ça va devenir monstrueux. Et on est complètement à la bourre dans l'histoire. La première chose, c'est qu'il faut appliquer de l'intelligence artificielle à votre code maintenant. Ça a été mon combat de l'année. Donc il y a un an, si vous me parliez, je vous disais l'intelligence artificielle dans le code, lol, le truc est complètement con et produit que de la merde. Je vous le garantis, vous pouvez demander à tous les gens de Clever, parce qu'on a un boost ou pas, Horatio ? On a un boost, donc on est là, vous pouvez demander aux gens de Clever. Il y a un an, c'était mon discours. Et il y a en début d'année, j'ai commencé à vraiment jouer avec les outils d'IA en disant, il faudrait quand même que je vise à pas devenir un vieux con. Et je me suis rendu compte que putain, le truc était productif. Mais vraiment. Et incroyablement productif. Du coup, j'ai passé essentiellement l'année à casser les couilles de mes équipes pour qu'ils commencent à travailler en IA. La productivité est délirante. Et la productivité est délirante notamment sur les vieux développeurs. Les vieux développeurs qui aujourd'hui sont architectes, managers et qui n'ont plus le temps de coder, retrouvent la capacité à coder. Parce que, en fait, tu es hyper productif avec cet outil-là. Arrêtez tout ce que vous faites si vous n'êtes pas en train de le faire avec de l'IA, et je vous donne quelques exemples concrets de ce que nous, on est en train de faire en interne avant de revenir à mon discours plus économique. Les modèles, il faut comprendre ce qu'est un modèle, du contexte et du MCP. Contexte, c'est quoi? C'est le nombre de tokens que tu donnes dans le modèle pour qu'il soit capable de processer. Beaucoup de contextes sont petits, genre 120 000 tokens. Il y a des gros contextes comme Gemini qui a 1 million de tokens. Plus le contexte est gros, plus tu peux faire des trucs. C'est très important de comprendre le contexte parce que des fois, il va oublier des bouts du code s'il est mal pensé. Moi, j'ai été très loin, genre j'ai expliqué à Claude, qui est beaucoup plus intelligent que Google, j'ai expliqué à Claude, tu as un petit frère très débile qui s'appelle Gemini, mais il a une très très grosse mémoire. Donc quand tu es dépassé en contexte, tu demandes de façon très précise à Gemini de bosser comme si c'était tout prompté par toi, et tu utilises son gros contexte d'1 million pour toi bosser. Parce que il est quand même très con, mais lui, il a beaucoup de contexte. N'hésitez pas à faire ce genre d'expérience, ça marche hyper bien. Voilà. Il y a un autre sujet qui sont les MCP, qui est comment vous ramener du contexte. Je vous donne des exemples de ce qu'on peut faire. Ce que vous devez comprendre sur l'IA, c'est que c'est pas humain. C'est pas un coworker, c'est pas un junior. Des fois, pour plaisanter, je dis que c'est un junior qui serait très con, mais qui aurait lu toutes les thèses. Mais même ça, c'est pas vrai. C'est pas un humain, c'est quelque chose qui est capable de traiter énormément de données de façon très rapide, et qui le fait de façon pertinente. Je vous donne un exemple. En interne, on a un gros projet qui est le cœur de fonctionnement de Clever. C'est un projet en Scala 3 qui utilise et qui fait le billing, la gestion du network, l'orchestration des trucs, la gestion des dépendances d'IAM, enfin ça fait de tout quoi. Ils sont 30 à peu près au quotidien à bosser dessus. On va merger, je sais pas, 40 PR à la semaine, un truc comme ça. La première chose que je lui ai demandé, c'est un exercice où je lui dis, tu prends tout le code de ce truc-là, toutes les branches de code, tu compares toutes les branches de code, tu regardes tout ce qui traîne dans le Slack, tout ce qui traîne dans les mails, tout ce qui traîne dans les PR, tout ce qui traîne dans les dépendances qu'on utilise de ce machin-là, dans le GitHub des dépendances, les PR, les merge requests, et les comptes rendus des réunions de la semaine dernière. Et pour préparer la réunion de démarrage de cette semaine, tu m'expliques quels sont les morceaux de code qui ont bougé, quels sont les trucs sur lesquels les gens s'engueulent et qu'il faut qu'on tranche en réunion, pourquoi, dans quel sens, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui est en train de ne pas compiler, est-ce qu'on est TDD, est-ce qu'on a une bonne couverture, etc. Ce travail documentaire que je viens de vous dire, si un humain le fait, c'est 5 jours de boulot. Ce qui est complètement con puisque je lui demande le travail de la semaine dernière. Donc en fait, tu es incapable de le faire. Lui, il le fait en quelques minutes. Je n'ai pas demandé de produire du code là, j'ai demandé d'être intelligent, de me fournir des outils pour que mes développeurs soient efficaces. Je ne cherchais pas à remplacer le développeur, je cherchais à le rendre efficace avec un outil extraordinaire.
Je donne un autre cas. On est en train de faire un projet où on a buté du legacy. Il y avait un truc de Clever où, globalement, on disait jusqu'en 2027, on est en train de réécrire ce machin-là. J'ai fait, franchement, les gars, ça m'excite pas du tout. On a pris avec un des développeurs du truc, on a dit à l'IA, tu vas me décrire ce truc qui était en Java Legacy, tu vas me décrire la totalité du fonctionnement de ce machin-là. Et tu as accès à toute la base de code, tous les différents, 400 microservices, donc tu as accès à toute la base de code, et tu décris le fonctionnel et le métier de ce machin-là précisément, s'il te plaît. Et tu as plusieurs IA, plusieurs modèles qu'on a mis à s'engueuler là-dessus. Ils ont produit un espèce de cahier des charges fonctionnel de ce qu'avait été ce machin-là, qui faisait à peu près 8000 lignes de Markdown. Ensuite, on lui a dit, tu as accès à tout le code, on va revoir, fais-nous tes prémices, tes data models et ton TDD, donc tes tests. Puis pour finir, on va tout réécrire ça dans le nouveau langage, dans le nouveau format. Au lieu d'utiliser ces formats-là et au lieu de s'interconnecter avec telle API, tu le fais dans telle API, etc. En une semaine, on a érasé la roadmap de 3 ou 4 trimestres. Parce qu'on lui a tout fourni. On lui a fourni les comptes rendus de réunion des ingénieurs, des architectes, on lui a énormément de data. Ça c'est une façon extraordinaire d'être productif. Et je vous le dis clairement, en interne de Clever, la règle sur l'IA est prenez n'importe quelle IA, je m'en fous. De toute façon, notre code n'a plus de valeur, tout le monde peut le reproduire, donc on s'en tape. Il n'y a pas d'outil validé d'entreprise. Vous pouvez prendre un abonnement à ce que vous voulez. Ne prenez pas d'abonnement annuel, ça va trop vite. De toute façon, le meilleur dans 3 mois ne sera pas le meilleur aujourd'hui. Et faites des notes de frais, ne demandez pas les validations, je paierai tout, je m'en fous. Et s'il y a des outils, en fait on a payé pour rien, je m'en branle. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on avance. Les exemples que je vous ai donnés, je n'ai pas essayé de reproduire des développeurs. L'IA, ce n'est pas reproduire des développeurs, c'est créer des outils et une autre façon de penser qui vous rend extrêmement efficace en tant que développeur. Et vous devez vraiment réfléchir, ce n'est pas un camarade, c'est un outil qui vous rend productif. Et vraiment, j'insiste, vous devez tordre la façon dont ça fonctionne. Chez nous, on a un gros projet qui s'appelle Clever IA, qui est à la fois un client, un back, des cartes de calcul. Je vais aller plus vite là-dessus, mais n'hésitez pas à venir parler de ce qu'on fait avec l'IA et des outils qu'on fournit d'IA sur le boost avec les gens. Mais en ce moment, on fait de la R&D de dingue. Ce qu'on peut faire, en ce moment, on est en train, avec des partenaires en Europe, donc on a annoncé là au sommet franco-allemand qu'on bossait avec SpinCloud, on va diviser par 17 le coût énergétique des tokens grâce à un nouveau processeur basé sur des infrastructures neuronales. La prochaine génération du processeur va nous permettre de diviser par 80 les ressources, sachant qu'avec d'autres en full soft, on est en train de diviser également par 3 les coûts et les deux vont pouvoir se cumuler. On a des plans à 18 mois où si on se débrouille bien, on va pouvoir diviser par 400 les coûts de l'IA. Tout en augmentant le nombre de tokens de contexte à 3 millions si on se débrouille bien. Donc aujourd'hui, c'est des sujets excitants sur lesquels on peut bosser, qui sont des sujets hardware, software, économiques, qui vont changer la façon dont fonctionne le reste du monde. Et est-ce que l'Europe est à la traîne? Non, si on nous donne les moyens de bosser. Vous avez tout ça. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué en philosophie des sciences, en fonctionnement du marché. Maintenant, on va parler un peu de pognon. Pourquoi est-ce qu'on est riche d'un point de vue mondial? Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet d'industrialisation. Ça, c'est la courbe de 1760 à 1880 de la production manufacturière dans le monde. Vous avez l'Europe en orange et vous avez l'Asie qui se crache. Pourquoi l'Asie se crache? Parce que la production manufacturière asiatique était essentiellement artisanale et l'Europe, en fait, a fait sa migration vers une production industrielle. Je vais vous la faire très courte pour que vous compreniez. Est-ce que vous savez pourquoi on dit qu'un tracteur fait 700 chevaux? Parce que littéralement, le moteur du tracteur a la force de travail de 700 putains de dada. 700 putains de dada, c'est 40 personnes à gérer. Un tracteur, c'est un gus. Vous venez de supprimer 40 personnes. Pas mal. Quel est l'impact de ça? Avant, vous preniez, parce que vous possédez les lieux, parce que vous possédiez la brand, parce que vous organisiez le travail des gens, vous preniez une partie du travail sur chaque personne. Mais là, qu'est-ce qui rapporte l'argent? Ce qui rapporte l'argent, c'est les gens, leur travail, mais c'est les outils de production, au sens marxien du terme.
Les outils de production se mettent à valoir de l'argent parce qu'ils font la prod. Et donc, ça change absolument tout. Ça, c'est l'indice d'industrialisation par habitant de 1750 à 1913. Vous avez vu comment le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne montent et commencent l'industrialisation? Ce que je viens de vous expliquer sur les outils de production, ça donne un truc extraordinaire, c'est que ça crée de la financiarisation. La financiarisation, c'est quoi? C'est le moment où je dis, bah en fait, si tu m'achètes les outils de production, je te les rendrai à 2 fois puisqu'ils rapportent de l'argent. Et donc là, je viens de créer la finance mondiale. C'est parce que on a les 2 boules de Watt qui tournent qu'on a la crise des subprimes 150 ans plus tard ou 200 ans plus tard. Parce que ça crée un modèle financier basé sur les outils de production, de la valeur, ramènent de l'argent en tant que tel. Pas juste le boulot des gens, mais le fait de posséder les outils avec lesquels ils les font. Et ça a un impact qu'on voit très bien sur ce graphique qui montre l'évolution économique d'à peu près Jésus-Christ à après. Vous voyez comment l'Inde et la Chine sont des pays extrêmement développés d'un point de vue économique pendant des années, et le moment où l'industrialisation commence aux alentours de 1800, les États-Unis, l'Europe grossissent et prennent tout le business du monde. Les gens qui vous disent que l'Europe est devenue riche à cause de la colonisation, c'est faux. L'Europe est devenue riche grâce à l'industrialisation, ce qui nous a permis de financer la colonisation, de bouffer les matières premières et de devenir encore plus riches. Je n'ai pas dit qu'on avait le cul propre sur la colonisation, hein, que les choses soient claires. Mais ce n'est pas ça qui nous a rendus riches. Ce qui nous rend riches, c'est l'industrialisation. Et ensuite, on se sert de cette richesse-là pour coloniser, piller les matières premières et continuer notre course. Ce qui rend riche, c'est l'industrialisation. Et vous le voyez bien, la Chine regrossit parce que l'industrialisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la courbe du Nasdaq, 2005 à 2020. Vous avez vu? Ça ressemble à quoi, ça? Une exponentielle. Regardez, ça c'est la courbe des... Vous regardez ICT, c'est le secteur des services aux États-Unis dans leur export. Ça, on est en 2005, et là, on grossit année par année. Vous avez vu à quelle vitesse ça a grossi? Je peux vous l'expliquer de façon très simple. Ce graphique-là est le plus important. D'un côté, vous avez les boîtes les plus riches du monde en 2005. Johnson & Johnson, General Electric, Tagada, tous les secteurs, Citibank, tous les secteurs économiques sont là. Vous avez les boîtes les plus riches en 2021. 8 fois plus que des boîtes de la tech. Et Saudi Aramco qui vend vaguement du pétrole. Mais que des boîtes de la tech. Vous voulez vraiment vous marrer? Ça, c'est le graphique actualisé en rajoutant 2025. Et bam, ça a refait x2. Que des boîtes de la tech. Pourquoi est-ce que la tech génère autant de valeur? La tech génère autant de valeur parce que quand vous êtes dans un business as usual, quand vous êtes dans un business manufacturier, vous avez un principe qui a été évoqué pour la première fois par le baron de Tocsin au XVIIIe siècle, mais qui ensuite a été popularisé par Karl Marx dans Das Kapital. C'est la baisse tendancielle du taux de profit. En clair, j'arrive dans un village, je construis une usine, je prends le meilleur terrain, j'embauche les salariés les plus compétents, j'ai les matières premières les plus raffinées, je produis à un rendement. Je fais grossir mon usine parce que je continue à investir, le terrain d'à côté est en bande, il faut que je le remblaye, je suis déjà moins rentable, j'ai déjà un moins bon temps de rendement, je commence à embaucher des gens de moins en moins pertinents, mes matières premières sont de moins en moins rentables, etc. Et plus tu investis, plus ton taux de rendement est mauvais. Tu fais de l'investissement locatif, tu achètes les meilleurs apparts, puis tu achètes des trucs complètement pourris qu'il faut rénover, etc. Baisse tendancielle du taux de profit. Le truc, c'est que dans le digital, il y a un rendement croissant du capital. En fait, le digital a cassé le capitalisme libéral traditionnel. C'est ça que vous devez comprendre. Et ce truc-là, ça a des impacts monstrueux. Ça a un premier impact, c'est que est-ce qu'aujourd'hui l'Europe est productrice de ça? Ben non. On achète 82%, 81% dans le monde du marché du digital est possédé par les États-Unis. La France, on est 0,4% de ce marché. On prétend être la 5e puissance du monde. Ce qu'on n'est plus depuis longtemps, si vous voulez mon humble avis. Mais le sujet, il est extraordinaire ici à comprendre. C'est qu'en fait, on est absent de cette révolution industrielle. Software is eating the world. Le mec qui a pondu cette phrase-là, c'est un mec qui s'appelle Anderson Horowitz. Il a son fonds d'investissement. Mark Andreessen, associé à un mec qui s'appelle Horowitz, ils ont créé un fonds d'investissement qui a investi dans tout. Dropbox, Airbnb, tout ça. Tous ces machins-là, ils sont dedans.
Si Andersen Horowitz investit dans ta boîte sera un succès. C'est ça la règle dans la vallée. Marc Andreessen, il a créé 2-3 autres trucs dans sa vie. Il a écrit un truc qui s'appelle Netscape. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bidule. Donc, c'est un mec très intelligent. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on est en train de faire l'industrialisation du marché intellectuel pour de vrai. Et ça s'accélère. Maintenant, ça, c'est notre balance commerciale. Vous avez vu à quel moment nos gains sont en dessous de nos profits? La plupart des gens pensent qu'on a décroché dans les années 70. Ben non. Le décrochage, il a lieu en 2005. Voilà, là, vous avez la limite. En 2005, on drop. Ça, c'est les États-Unis comparé à nous, décrochage 2005. Ça, c'est le Nasdaq sur la période 2005-2020. Je l'ai même actualisé là, si vous voulez. Donc le Nasdaq est encore plus en croissance. Sur la même période de temps, voici le CAC 40. Je veux surtout pas être d'accord, ça c'est l'actualisation du CAC 40, mais je veux surtout pas être désagréable, mais notre croissance est dégueulasse. Et si vous voulez être convaincu, sur les 50 dernières années, voici les valorisations des entreprises rentrées en bourse aux États-Unis, les valorisations des entreprises rentrées en bourse en Europe. Vous avez peur? C'est le moment d'avoir peur. Parce qu'en fait, depuis 2005, notre PIB par habitant stagne, celui des États-Unis croît. Je ne vais pas le dire autrement. À la vue de ces graphiques, notre politique industrielle en matière de numérique est lamentable. Je veux dire, c'est un échec absolu. Et à chaque fois que j'entends un ministre du numérique dire « Ah, c'est génial, tout va très très bien », ben en fait, il se plante. On est en train de se cracher à la vitesse monstrueuse et pourtant on fournit des ingénieurs au monde entier parce qu'on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde. C'est juste nul, en fait. Et pourquoi? Parce qu'on n'écoute jamais nos ingénieurs. Mais la menace, elle ne s'arrête pas à un niveau économique. Vous avez la Chine d'un côté, une démocratie illibérale. Vous avez le capitalisme de surveillance américain qui nous est proposé comme modèle, qui est en train de devenir un truc très libéral, hyper ouvert, démocratique. N'est-ce pas? Elon Musk et Donald Trump, ils ne sont pas en train de monter une dictature aux États-Unis. C'est pas ça qui est en train de se passer. C'est pas moi qui ai théorisé ça. Il y a un mec qui s'appelle Varoufakis, qui est un des meilleurs économistes du monde, qui a écrit un truc qui s'appelle tech-féodalisme. En fait, on est en train de quitter le modèle libéral capitaliste traditionnel qui ouvre à tout le monde la possibilité de s'ouvrir pour aller vers un modèle de féodalisme totalitaire, de gens qui sont dangereux. Et les seuls gens qui peuvent défendre ça, ce sont les Européens. Parce que nous, on a les lumières, parce que nous, on a la culture de défendre ça. Et si on prend, on peut le décliner à tous les objets. Si on prend le marché du cloud, c'est un marché qui est en croissance de 20 à 27%. C'est une guerre qui n'a pas eu lieu. Par contre, les Européens sont couchés en permanence. Pourquoi? Le lobbying des Américains. C'est un océan bleu, on n'a mis personne sur la guerre. Un truc, mais dramatique. Si on prend, ça c'est toute la value chain du cloud. En rouge et en orange, vous avez tous les trucs qui sont à rendement décroissant du capital. En vert, vous avez ce qui est un rendement croissant. Et après, on nous parle de créer des alliances avec des acteurs américains où on leur laisse faire le software et nous, on fait la partie qui est en rendement décroissant du capital. On leur laisse le rendement croissant du capital, on prend le rendement décroissant. Il faut être brillant, franchement. En économie, ce que je vous ai expliqué très sincèrement, c'est un niveau SES de 5e ou de 4e. Je ne comprends pas que personne ne comprenne ce que je suis en train de raconter. C'est essentiel de comprendre que le cloud, c'est la racine de base de tout le futur du business. Je vous ai mis ici les 4 piliers du cloud, je pense que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais le cloud, fondamentalement, ce n'est pas fournir des machines virtuelles ou fournir de l'infrastructure. Si le cloud était un enjeu d'infrastructure, Verizon et AOL dirigeraient le marché. C'est que des boîtes de soft, il doit y avoir une raison. C'est parce qu'en fait, on s'en fout dans le cloud. Ce qui est important, c'est l'Identity Access Management, la gestion du pognon, de l'affectation des ressources, le catalogue de logiciels et de services qu'on fournit, ainsi que l'unification de l'expérience. Ça, c'est important. Le reste, on s'en fout. Fournir des data centers, en fait, c'est un rendement bancaire qu'on est capable de maîtriser. C'est ce qu'on fait chez nous. C'est pour ça que Clever se fournit toujours comme étant versatile. Vous pouvez utiliser du Clever Cloud soit chez nous, soit chez les autres, soit chez vous. Moi, très sincèrement, je m'en fous. Je ne suis pas là pour posséder des machines. Je suis là pour rendre les développeurs efficaces. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'essentiel de tout ça n'est pas un enjeu d'infra, mais c'est un enjeu de logiciel. Et donc, en tant que créateur logiciel, en fait, vous êtes la ligne de défense de ce monde. Pourquoi est-ce qu'il faut agir? Parce que voilà, ça c'est contre ça que je me bats au quotidien. Au quotidien, je me bats contre... C'est pas compliqué, à chaque fois que j'aligne un lobbyiste à Bruxelles, les GAFAM m'en alignent 200. Je passe mon temps à démonter des trucs qui n'ont aucun sens dans la tête de nos politiques. Et là, moi j'ai besoin de votre aide.
j'ai besoin que les développeurs aillent parler aux politiques. Écrivez à vos députés, écrivez à vos sénateurs, écrivez à vos maires en disant on est en train de se faire démonter dans l'IA, est-ce que vous voulez que je vous explique comment ça marche? Les politiques ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont tous débordés et à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul gus que ça intéresse. Et tous les autres te parlent du modèle des retraites. Il n'y aura pas de retraite à payer en fait. Si on n'est pas capable de prendre la vague de la prestation intellectuelle industrialisée, il n'y aura rien à faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de réagir. Et là, moi, j'ai besoin de tous les gens capables de comprendre et de se mobiliser. On est à une ère où on a un changement technologique et philosophique majeur. Une révolution économique, c'est une ère d'opportunité. Tous ceux qui sont dans la salle peuvent devenir les leaders de ce qui va se passer demain. Parce qu'en fait, vous savez quel est le seul point commun entre Eric Schmidt, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates? C'est que des techs. Steve Jobs, on vous dit, c'est un génie du marketing qui a construit son propre oscilloscope à 12 ans. Eric Schmidt, c'est le commercial qui est venu aider Larry Page et Sergey Brin, les deux geeks. Eric Schmidt, il a un PhD de Computer Science de Berkeley et il a écrit Lex, une librairie qui est dans tous les compilateurs que vous utilisez au quotidien. C'est faux en fait. On vous manipule avec un discours qui vous dit qu'un sales est capable de vendre. 100% des fondateurs et gestionnaires des GAFAM aujourd'hui sont des ingés. 15% des cofondateurs de la French Tech en sont. Vous voulez savoir pourquoi ça ne marche pas? Parce que la corruption endémique de notre pays fait qu'une bande de nuls dirige des boîtes qui devraient être ambitieuses. Parce que si vous voulez comprendre un enjeu technologique, il faut être un bon technique. Et donc c'est à vous de diriger les boîtes. C'est à vous de vous positionner comme étant capable d'être les intermédiaires de la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Et c'est hyper important. Parce que si on veut avoir des écoles et des hôpitaux, etc., tout va être là-dedans. Mais pire, est-ce qu'on veut d'un modèle à la 1984? Vous voyez des propositions comme Chat Control de la Commission européenne qui visent à dire on va regarder la communication de tout le monde, ça va être bien. Ça ressemble pas du tout à... On va prendre 1984 et penser que c'est un manuel. C'est pas un manuel, les gars, c'est une dystopie. Ça, pour le comprendre, il faut être des techs. Il faut dire que c'est pas une bonne idée. Et ça, tout le futur du business y est lié. Les taxes, les GAFAM ne payent pas leurs taxes. Résultat des courses, on n'a pas d'argent. Vous voulez savoir pourquoi on n'a pas d'argent pour payer les retraites? La balance commerciale dont je vous ai parlé plus tôt, hein, c'est pas très compliqué. Si vous voulez qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on vende des trucs à l'extérieur. Espionner. Vous avez jamais entendu parler de l'affaire Alstom? Moi, je vous invite à aller voir les interviews de Frédéric Perucci et de comment Alstom a été volé par le département de justice américain à la France. Parce que ces gens weaponisent leurs lois pour nous battre et utilisent les données qu'ils peuvent trapper chez Microsoft et chez Google pour les weaponiser contre nos boîtes. Mais également les talents. Si on ne sait plus faire un truc, comment ça va se passer? On a tous oublié ce qui s'est passé pendant le Covid où on ne savait même plus faire un masque? Il faut réinternaliser les métiers et ça c'est très important. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce n'est pas des vagues technologiques. Moi à chaque fois on me dit ah, on a loupé la vague du cloud computing, c'est pas grave, on va prendre celle de l'IA. Je vous l'ai expliqué plus tôt. Vous voulez faire de l'IA, il vous faut les réseaux sociaux Web 2.0, il vous faut les moteurs de recherche, il vous faut le cloud computing, il vous faut la totalité des bases de données vecteurs, il vous faut tout ça pour le faire. C'est une chaîne de valeur industrielle. C'est comme si vous me disiez, écoutez, moi je vais construire un immeuble haussmannien, bon, mes fondations sont pourries, elles s'enfoncent, c'est pas grave, je vais réussir ma toiture. Bon, ma toiture elle est pourrie, elle prend l'eau. Mais vous savez quoi? La peinture des chiottes au 2e étage, non, la peinture des chiottes au 2e étage, je crois, on fera ça après. Fais des fondations et un toit qui tienne. Et c'est ça que vous devez comprendre. Par contre, il y a une très bonne nouvelle. C'est très simple à faire. Tout progrès technologique rapproche le progrès technologique suivant d'autant. C'est un mec qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est futurologue chez Google, qui a écrit ça, et qui te dit qu'en fait, à chaque fois que tu inventes un truc, ça devient très facile d'inventer tous les autres trucs. C'est pas le lab de Xerox qui a vendu les ordinateurs et c'est eux qui les ont inventés. Ceux qui font l'argent ne sont pas les inventeurs. Reproduire un système d'exploitation aujourd'hui, c'est simple. En coder dans les années 80, c'était impossible. Aujourd'hui, refaire est très, très, très facile. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que ce n'est pas impossible à faire. Quand on vous dit que vous n'avez pas les capacités de refaire ce qu'ont fait les GAFAM, c'est faux. En open source, on a des communs digitaux d'une bien plus grande importance. Vous vous souvenez des années 90? Parce que moi, je m'en souviens, j'étais dans les premiers Linuxiens. On nous a dit jamais vous gagnerez. Aujourd'hui, le plus grand vendeur de Linux s'appelle Microsoft. IBM vendu Microsoft. Même Apple, son logiciel est open source. Les communs digitaux gagnent à chaque fois
parce que c'est un modèle économique qui est meilleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Chinois vont gagner dans l'IA face aux Américains, parce que l'open weight de ce qu'ils sont en train de faire est monstrueusement génial. En fait, on a cette capacité-là à faire. Ce qu'on doit juste faire, c'est agir de façon bold. On doit avoir la confiance en nous, on doit s'entraider entre Européens, on doit permettre à nos génies d'émerger et on doit absolument les aider. Mais pourquoi? Parce que c'est majeur dans la façon dont l'Europe doit pouvoir conserver notre mode de vie. Il n'y a pas de philosophe de langue anglo-saxonne, c'est une langue de débile. Si vous devez retenir un truc de l'IA, c'est qu'en fait le langage forme l'intelligence. C'est ça la démonstration de l'IA. On a tous pensé qu'on pensait et qu'on traduisait avec le langage. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que le langage forme l'intelligence. Et donc, les philosophes, vous les trouvez en italien, en allemand, en néerlandais, en français, pas en langue anglaise. Nous, on a d'autres valeurs. Relisez Tocqueville de la démocratie en Amérique, si vous avez besoin de vous en convaincre. Mais ce qu'il faut, c'est que si on veut nos valeurs d'ouverture, d'intelligence, de bienveillance, de paix entre les peuples, si on veut aller contre le récit qu'on nous présente aujourd'hui du « les Américains et les Chinois vont finir se mettre sur la gueule et il faudra qu'on choisisse notre camp », si on ne veut pas de ce modèle-là, il faut qu'on gagne la bataille industrielle de la prestation intellectuelle. Il faut qu'on gagne cette bataille-là parce que nos valeurs, en fait, c'est un business model. La GDPR, ce n'est pas un empêcheur de tourner en rond. C'est une façon de dire que nos valeurs de privacy et de vie privée sont des valeurs importantes. Parce que c'est comme ça qu'on veut faire avancer les choses. Et donc, ça, ces choses-là, c'est nos forces. Vous êtes tous les gens capables de le produire dans cette salle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis ouvert pour toutes les questions. Merci encore.